Bonjour tout le monde et bonjour à Béranger qui va nous accompagner sur ce super sujet pour décrypter le secteur de l'agroalimentaire en 20 minutes. Donc là, l'objectif, c'est vraiment de vous apporter un contenu avec pas mal de valeur à l'intérieur en un temps assez réduit pour qu'après vous puissiez aller tous déjeuner en paix. Et je vais attendre que les derniers se connectent avant de commencer. Donc, tout au long de la présentation, on va vous montrer pas mal d'éléments, d'outils à utiliser aussi. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions, à les poser dans le chat et comme ça, on pourra y répondre avec Béranger à la toute fin. Et je vais pouvoir commencer. Donc, tout d'abord, pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, qui est Carbo? Donc, Carbo, c'est la solution web de référence en France pour mesurer, réduire et valoriser l'impact carbone de votre entreprise. Donc, nous, on a deux solutions, donc une solution de bilan carbone et une solution d'ACV carbone. Donc, notre mission, ça va être d'accélérer la prise de conscience écologique pour réduire dès maintenant cette empreinte carbone. Et aujourd'hui, on a accompagné plus de 1000 entreprises, donc de tous secteurs et de toute taille, et on a aidé à réduire plus d'1 million de tonnes de CO2 grâce à l'utilisation de nos services. Et enfin, on publie beaucoup de contenu, notamment sur notre blog, ainsi que des outils de sensibilisation, ce qui a fait qu'on a sensibilisé plus d'1,2 million de personnes grâce à ces contenus. Et je vais laisser maintenant la parole à Béranger. Merci Mathilde pour l'introduction et bienvenue à toutes et à tous à ce webinaire. Pour commencer, on avait envie de vous partager quelques données sur l'impact carbone, déjà au niveau des secteurs. Vous voyez ici, on peut distinguer 4 différents secteurs d'entreprise, dont le secteur industriel, qui va évidemment inclure tous les impacts liés à l'agroalimentaire. Et aujourd'hui, c'est hyper intéressant de se pencher dessus, tout simplement parce qu'on se rend compte qu'il y a près de la moitié des émissions du secteur industriel qui peuvent être générées par les émissions, donc par le pôle achat et support. Comme vous le voyez, donc c'est toutes les émissions qui sont violées. Et ça va inclure donc toute la partie livraison amont, les produits fabriqués, les équipements. Pour préciser ici, ce sont des données qui sont issues de Carbo, du baromètre du bilan carbone qu'on a fait en 2024. Donc, il y a un peu plus d'un an, et qui sont issus de plus de 1000 clients qui ont travaillé avec nous. Ça, par rapport à ça, pourquoi on le relève aujourd'hui? Parce que vous voyez que par rapport aux autres grands secteurs aussi, c'est celui dans lequel la partie achat et support est la plus prédominante en termes d'émissions. Et si on reprend tout ce qui est lié aux livraisons amont et aux produits fabriqués, ça va être vraiment ce que vous allez retrouver dans le scope 3, on en parle tout à l'heure, mais donc les autres émissions de gaz à effet de serre indirectes. Maintenant, si on se penche sur le secteur de l'agroalimentaire, pareil, avec quelques statistiques qui nous paraissaient importantes et intéressantes à vous partager aujourd'hui. On se rend compte que déjà, il y a 30% des émissions au niveau monde de gaz à effet de serre qui sont liées au secteur de l'alimentaire. Donc, c'est absolument pas négligeable. 60% des émissions qui relèvent des produits animaux d'élevage et 11% des émissions en France qui viennent, encore une fois, du secteur de l'agroalimentaire. Donc aujourd'hui, effectivement, on est conscient que c'est un secteur sur lequel il y a des efforts à faire, d'où l'importance de calculer ces émissions-là, de les comprendre et derrière de les réduire. D'ailleurs, vous voyez aussi qu'au-delà de ces statistiques-là, il y a des tendances qui se dessinent de plus en plus, et ça fait plusieurs années d'ailleurs, notamment sur la partie ACV. On parlera tout à l'heure un peu plus en détail de ce que c'est qu'une ACV et comment on traite chez Carbo. Mais là, pour le coup, c'est plutôt de s'intéresser à l'impact environnemental que va avoir un produit. Et aujourd'hui, pourquoi est-ce que c'est d'autant plus d'actualité? Parce que les consommateurs, ils ont des attentes par rapport à ça. Et en fait, ils viennent essayer de challenger de plus en plus les produits qu'ils vont acheter par rapport à ce type de critères. Et ici, vous voyez qu'au niveau des origines des émissions du système alimentaire, il y a plus de 2/3 qui proviennent de la production, donc liées notamment à la déforestation, à l'élevage, aux cultures et à la fertilisation des sols, et un petit peu moins d'un tiers qui viennent de la chaîne d'approvisionnement, donc plutôt les flux qui sont liés à la transformation, au transport, à la vente des produits,
et aussi à la consommation et aux déchets. Dans les 2 prochaines slides, on va aller assez vite sur ça, mais on voulait aussi vous partager quand même, de la data sur l'empreinte de l'alimentation, d'abord au niveau des branches d'activité. Donc là, vous voyez, c'est les statistiques qui sont tirées de l'INSEE d'il y a quelques années et qu'est-ce qu'on peut remarquer ici? Qu'il y a 53 donc plus de la moitié de l'empreinte carbone de l'alimentation qui est liée donc, à l'agriculture, suivi par les services et transports et tracteurs, donc tout ce qui est transport au niveau de 12 puis par l'industrie manufacturière et construction au niveau de 9 9 aussi, 8 pardon, pour ce qui est lié à l'énergie et ensuite, on retrouve l'industrie agroalimentaire à hauteur de 7 Maintenant, un focus similaire, mais là, cette fois-ci, axé sur les biens et services. Donc, pareil, au niveau de l'impact de l'alimentation par biens et services, qu'est-ce qu'on peut observer ici? Eh bien, qu'il y a plus de la moitié, donc 53 très exactement, de l'empreinte carbone de l'alimentation qui va être générée par des produits industriels agroalimentaires. Donc, c'est ce qu'on disait précédemment et c'est aussi le but de ce webinaire, d'essayer d'aller chercher les origines de ces émissions exactes avec un outil comme Carbo pour pouvoir avancer, améliorer aussi cet impact-là et faire ça tout au cours des années à venir. Justement, quand on parle de Carbo, on a parlé brièvement de bilan carbone, on a parlé d'ACV carbone aussi. Pour rappel, nous, la société existe, et Mathilde le disait au tout début, depuis 6 ans, maintenant un peu plus, même 7 ans. Et ça fait 6 ans qu'on a développé la solution bilan carbone qui permet donc aux entreprises, spécifiquement plutôt les PME et petites ETI, de calculer donc leur bilan carbone. Qu'est-ce qu'on veut mettre en avant chez Carbo? Vraiment, déjà, je dirais que c'est une solution hybride. Donc, on a développé un outil qui est hyper intuitif, qui est très pédagogique et un accompagnement par un expert chez nous pour vous faire avancer au mieux dans la démarche à toutes les étapes. Évidemment, l'outil Carbo, c'est un outil qui est référencé par l'ADEME et par l'Association pour la transition bas carbone. Donc, en fait, on est conforme à la méthodologie officielle du BGES et également à la méthodologie internationale du GHG Protocol. Ce qui fait que, grosso modo, si vous faites votre bilan carbone avec Carbo, vous vous assurez de pouvoir communiquer dessus, d'avoir une attestation délivrable et de pouvoir aussi fournir ça à vos clients ou à quelconque partie prenante. Maintenant, ce sur quoi aussi j'insisterai, c'est vraiment que nous, on ne veut pas uniquement être une plateforme de calcul de bilan carbone, on veut plutôt même vous aider à piloter ces émissions-là dans le temps. C'est pour ça qu'en fait, sur l'outil, vous avez aussi d'autres fonctionnalités pour mettre en place des actions concrètes et réduire cet impact carbone. D'abord, vous calculez, ensuite, vous comprenez les enjeux principaux et derrière, vous pilotez votre trajectoire bas carbone, toujours sur notre outil, de manière vraiment très simple. Sur la CV carbone, qu'est-ce qui va aussi vous apporter de la valeur? Soit en complément de l'outil de bilan carbone, soit tout simplement parce que vous avez déjà fait un bilan carbone et que vous voulez plutôt vous pencher sur les émissions générées par l'un de vos produits ou par une gamme de produits, c'est l'offre ACV. L'offre ACV, elle existe depuis un peu plus d'1 an aujourd'hui. Et quand on parle d'ACV, c'est l'acronyme pour analyse de cycle de vie. Là, concrètement, c'est essayer de mesurer l'impact donc d'un produit que vous allez fabriquer et d'aller beaucoup plus loin, d'aller beaucoup plus dans le détail sur chacune des étapes du cycle de vie que vous pouvez voir à l'écran. Donc, l'extraction des matières premières, la production, le transport, l'usage, la fin de vie, pour vraiment essayer de se dire, OK, sur quelles étapes de ce cycle de vie j'ai le plus de levier activé et je vais pouvoir travailler pour améliorer en fait l'impact carbone de mon produit. Comme vous le voyez, on respecte également les standards des méthodologies qui encadrent l'ACV, donc l'ISO 14040 et 44, et on va aussi pouvoir vous aider à identifier des leviers de réduction sur ces produits-là. Ça aussi, je pense que c'est intéressant qu'on en discute. Pourquoi aujourd'hui, c'est intéressant, c'est important de faire ce bilan carbone et pourquoi nos clients aussi viennent nous voir avec cette envie de travailler sur ce bilan carbone. Alors, on va peut-être pas passer en détail toutes les raisons parce que le temps est réduit aujourd'hui, mais en tout cas, sur la première, ça, il faut qu'on en parle. Répondre à des appels d'offres, à des demandes clients.
Oui, aujourd'hui, c'est vraiment une tendance qui se dessine de plus en plus. Les grands donneurs d'ordre et les grandes entreprises vont venir exiger ou solliciter, challenger leurs fournisseurs en leur exigeant de prouver qu'ils ont une démarche vertueuse en cours, qui va souvent être liée au fait de pouvoir prouver qu'il y a un bilan carbone qui a été fait. Parce que déjà, c'est une tendance qui se généralise, parce que les consommateurs ont des attentes sur ça, mais aussi parce que, et je fais le lien avec le point numéro 4, au niveau réglementaire, vous avez aujourd'hui la CSRD, qui est le reporting extra-financier, qui oblige les plus grandes entreprises à faire ce bilan carbone. Et ça va ruisseler sur les fournisseurs, donc sur les plus petites structures, puisque dans ce reporting extra-financier, elles vont aussi devoir justifier que leur écosystème fait des choses. Et donc concrètement, ça vous concerne indirectement. Et si ce n'est pas aujourd'hui, potentiellement demain, l'un de vos clients va venir vous demander d'avancer sur cette démarche de bilan carbone. Je voulais rajouter 2 choses. La deuxième raison, vous voyez, obtenir un label. Je pense que c'est une raison qui va de soi, mais c'est bien de rappeler qu'aujourd'hui, l'impact climatique représente, vous le voyez, entre 40 et 70% du score environnemental des produits alimentaires. Donc, c'est énorme. Et c'est vrai que le bilan carbone, ça reste le tremplin idéal pour amorcer une démarche RSE plus pérenne ou pour derrière obtenir un label. Et pour clôturer, quand vous voyez la partie maîtriser ses coûts. Alors oui, déjà de maîtriser ses coûts, d'identifier des axes d'économie et d'amoindrir les risques aussi sur sa chaîne d'approvisionnement. Ça va être un enjeu majeur. Mais je pense qu'il y a aussi autre chose qu'on n'a parfois pas forcément en tête, c'est que les banques, aujourd'hui en France, les principales banques, elles vont aussi pouvoir, elles ont déjà développé des offres spécifiques de produits décarbonation, qui sont concrètement des préindexés, qui vont vous permettre, vous en tant qu'entreprise, de bénéficier de taux bonifiés si vous mettez en place un bilan carbone. Donc ça aussi, gardez-le en tête et n'hésitez pas à aller consulter les principales entités bancaires. Au niveau des labels et certifications, je ne vais pas m'étendre dessus aujourd'hui. Là, c'était aussi pour vous faire un rappel, parce qu'il y a différentes normes qui existent sur ce secteur, l'ISO 14040, 44, 67, qui vont venir vraiment plutôt encadrer les méthodologies liées aux ACV et ou au bilan carbone. Et gardez en tête que le bilan carbone ne va pas forcément automatiquement vous donner un label. Ça reste une démarche qui est déclarative. Par contre, c'est très souvent un critère qui est demandé, qui est sollicité pour derrière obtenir justement un label ou une certification. Pour clôturer cette partie bilan carbone, enjeux agroalimentaires, un petit point sur la veille quand même, pour qu'on soit tous au courant de ce qui se passe aujourd'hui. Concrètement, le bilan carbone en France, il est obligatoire pour les entreprises de plus de 500 salariés en France métropolitaine, de plus de 250 collaborateurs en Outre-mer, et c'est un bilan carbone qui doit être fait sur les 3 scopes. Aujourd'hui, c'est primordial de prendre en compte, en plus de ça, l'impact du scope 3 parce que ça va représenter la majeure partie de vos émissions, entre 60 et 99%. Donc, gardez ce point également en tête. Au niveau de la CSRD, dont on parlait tout à l'heure, ça, c'est le reporting climat, reporting extra-financier au niveau européen, qui va aussi être lié à des enjeux des émissions de gaz à effet de serre et qui va là plutôt concerner des grandes entreprises de plus de 1000 collaborateurs, mais encore une fois, qui va petit à petit ruisseler déjà sur les fournisseurs et potentiellement dans les années à venir concerner des entreprises de plus petite taille. Au niveau de l'ACV, donc l'affichage environnemental est obligatoire et donc réaliser une ACV, ça va vous permettre de justifier cet affichage-là. Dans l'alimentaire, dans le textile, dans les cosmétiques, il y a vraiment de plus en plus de demandes sur ces sujets. Et c'est pour ça que c'est un enjeu majeur à traiter aujourd'hui et qu'il y a aussi de grands groupes qui ont pris en compte ce sujet-là. Et peut-être pour clôturer une dernière phrase, la communication sur le produit. Vous voyez qu'aussi le fait d'éviter le greenwashing et les sanctions, ça va être très utile de pouvoir travailler sur des ACV et des analyses précises de vos gammes de produits. Merci beaucoup Béranger. Et je suis super contente parce qu'aujourd'hui, on accueille Kwame qui est coordinateur RSE chez NutriDry, qui va pouvoir nous parler un petit peu plus du coup de
peu ce qu'ils ont mené chez NutriDry et vous allez voir, il y a pas mal d'actions qui ont été faites. Donc ma première question, ce serait pourquoi avoir initié une démarche de bilan carbone chez NutriDry? Merci Béranger et Mathilde pour l'invitation, pour ce retour d'expérience sur notre stratégie climat. Avant de répondre à ta première question, je vais présenter rapidement NutriDry. NutriDry, c'est un groupe français qui est né de l'agglomération de 4 PME. Donc aujourd'hui, il y a eu un site qui a fermé récemment, mais aujourd'hui, NutriDry, c'est 4 sites, dont le siège qui est à Villeneuve-d'Ornon, pas loin de Bordeaux, et 3 sites opérationnels, comme vous pouvez le voir sur la carte. Et nous réunissons aujourd'hui plus de 150 collaborateurs au 31 décembre 2025, avec un chiffre d'affaires d'environ de plus de 45 millions d'euros en 2024. Et notre activité principale, c'est l'assemblage de produits qui sont déjà déshydratés par d'autres industriels. Et sur l'un des sites, notamment celui de Capsieux, nous allons pouvoir faire une opération de transformation qui est la lyophilisation. Donc, il y a une déshydratation à froid. L'objectif, c'est de pouvoir conserver le maximum de qualité nutritionnelle du produit parce que la température, elle ne monte pas assez. Donc, on va pouvoir conserver essentiellement les nutriments qui sont contenus dans ces produits-là. Voilà. Donc, pour répondre à ta question, je vais commencer par une citation de Peter Drucker qui disait là où il n'y a pas de leadership, il n'y a pas de performance. Je répète, là où il n'y a pas de leadership, il n'y a pas de performance. Cette citation illustre bien qu'il faut un engagement fort de la direction lorsqu'on parle de tout projet dans une entreprise. Il faudrait que l'engagement provienne de la direction pour que cela puisse ruisseler sur l'ensemble des services. Donc, sur NutriDry, la démarche a été initiée en 2023, 2023-2024, de manière totalement volontaire de la part de la direction. Il n'y avait aucune pression réglementaire, aucune pression de client. On n'avait pas de demande de ce type, mais on l'a initié. Et l'objectif, ça s'inscrivait vraiment dans une démarche globale de déploiement de notre stratégie RSE, notamment à travers l'identification de nos parties prenantes, la construction d'une matrice de matérialité, l'identification des axes prioritaires sur différentes thématiques, environnement, social, etc. Et parmi les axes qu'on a pu identifier comme prioritaires, figurait donc dans l'axe environnemental la réduction de nos émissions de gaz à effet de serre. Donc à partir de là, nous avons réalisé un premier bilan carbone en 2023 avec Carbo, sur la base des données de l'année civile en 2024, sur la base des données de l'année civile 2023. Et ensuite, nous avons pris l'engagement fort de réaliser un bilan carbone annuel à partir de là. Donc, réglementairement, c'est les entreprises de plus de 500 salariés chaque 4 ans, mais nous avons pris l'engagement de le faire chaque année. Donc, ce premier bilan carbone-là, en 2025, nous avons refait un second bilan carbone. Ce bilan carbone-là, l'objectif, c'était d'améliorer la qualité des données que nous avons collectées parce que le premier bilan carbone, nous n'avons pas pu collecter l'ensemble des données, sur tous les scopes également qui nous concernaient. Donc là, on va améliorer la qualité des données qui sont collectées en collectant, par exemple, des données sur l'utilisation et la fin de vie des produits. Et nous nous lançons donc dans une démarche de labellisation EcoVadis pour pouvoir communiquer auprès de nos clients de tout ce qu'on fait sur l'ensemble des piliers de la RSE. Donc, pour cette première labellisation-là, nous avons la médaille de bronze. On était quand même contents. Donc, EcoVadis a pu identifier les axes d'amélioration au niveau de notre stratégie climat, notamment ce qui concerne la mise en place d'objectifs de réduction sur les différents scopes 1, 2, 3, et aussi la mise en place d'une démarche de décarbonation beaucoup plus globale qui serait structurée et cohérente. Donc, c'est ce que nous faisons aujourd'hui. 2026-2027, l'objectif, c'est de définir donc, notre stratégie de décarbonation conformément à notre engagement de 2023 de réaliser un bilan carbone annuel. Nous sommes en cours de réalisation de ce bilan carbone 2026, donc sur la base des données de l'année dernière. Et nous avons intégré la démarche acte par pas de l'ADEME depuis janvier 2026 afin de pouvoir définir donc la stratégie climat qui soit robuste, cohérente avec nos stratégies globales d'entreprise et aussi ambitieuse et alignée sur des standards internationaux tels que le SBTi. Super intéressant, merci beaucoup Kwame. Donc du coup, je pense que tu as un peu répondu à la seconde question que je voulais te poser sur les actions que vous avez mises en place suite à la démarche.
Donc moi, j'ai noté qu'il y avait eu, la labellisation notamment EcoVadis et la construction avec Acte Pas à Pas qui était en cours aussi, donc super chouette. Et ma dernière question, ce serait, est-ce que tu aurais des conseils à donner, à des personnes qui sont aussi dans le secteur, de l'agroalimentaire et qui aimeraient s'engager dans une, transition bas carbone? Donc en termes de conseils, moi je commencerai par, le 1er point que j'ai évoqué, hein, l'engagement de la direction. Parce que depuis que je suis chez Falière, pour moi, chez NutriDrive pardon, pour moi c'est le point fondamental. Une fois que la direction est engagée, cela permet de pouvoir mettre en lien donc la stratégie climat avec la stratégie globale d'entreprise et que ce ne soit pas une démarche à part entière, une démarche qui n'est pas intégrée dans la stratégie globale. Donc cela permet aussi de pouvoir mobiliser les ressources financières. Si vous vous faites accompagner par un prestataire, cela va nécessiter en l'occurrence un peu d'argent. Donc si la direction est convaincue du bien fondé de la démarche, alors là, c'est plus facile de débloquer ces fonds-là et aussi de mettre en place à disposition les ressources humaines nécessaires. Ensuite, le deuxième point qui a été très bien évoqué par Béranger, c'est le choix de la méthodologie. Donc, il est important de s'appuyer sur une méthodologie qui est reconnue, comme celle proposée par l'ADEME, donc le bilan carbone de l'ADEME, ou sinon le GHG protocole, ou si vous faites accompagner par un prestataire, de choisir un prestataire qui est conforme aussi à ces standards-là, pour pouvoir permettre de communiquer les résultats aux clients, aux prestataires, aux différents partenaires ou actionnaires. Cela garantit aussi la crédibilité et la robustesse de la démarche. Ensuite, la désignation des référents internes. Donc, depuis 2023, je suis le référent interne NutriDrive de tout ce qui est bilan carbone. C'est important en ce sens que cela permet de centraliser les données et de s'assurer de la cohérence. Je prends un exemple, un fichier de transport où je vois qu'on a transporté à une date précise 7000 tonnes. Je me dis, je ne vois pas quel type de camion on a pu prendre pour transporter 7000 tonnes. Donc, j'envoie une demande à la personne experte qui a collecté la donnée. Tu es sûr que c'est des kilogrammes ou c'est de la tonne? Et là, elle va regarder, elle me dit, ah, ben, je me suis trompé, je n'ai pas fait la conversion. Voilà. Donc, c'est important, pas que pour ça, mais cela permet vraiment de structurer et aussi de pouvoir respecter, par exemple, des trames de collecte qui sont envoyées par des prestataires tels que Carbo en l'occurrence. Et aussi le dernier point, la mobilisation des parties prenantes. Donc, il est crucial d'impliquer l'ensemble des parties prenantes concernées, les experts métiers au niveau des achats, de l'ADV, de la comptabilité, de finances, qui vont vous donner les données parce que vous êtes au niveau de la RSE, mais vous n'avez pas l'expertise pour aller collecter la donnée dont nous avons besoin. Eux, ils vont aller la chercher et le référent, lui, derrière, va pouvoir s'assurer de la fiabilité et de la qualité de ces données et aussi de la traçabilité. Donc, il est important d'impliquer toutes les parties prenantes d'entreprise qui seront en charge et de leur faire comprendre que ce n'est pas juste une collecte de données, mais que le projet est stratégique pour l'entreprise. Et pour conclure, je prendrai cette citation-là de Mark Twain qui disait ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Donc, c'est exactement ce qui va se passer. C'est cet état d'esprit que vous devez avoir dans vos stratégies climat. Se lancer, structurer, apprendre et progresser dans le temps. C'est ce qu'on fait chez NutriDrive et j'espère que vous allez vous aussi réussir à le faire. Merci beaucoup, Kwame, c'était vraiment super intéressant et merci pour ces 4 grands conseils que je vous invite à noter quelque part et donc on vous enverra aussi la présentation a posteriori. Moi, pour conclure, je voulais quand même vous donner un outil que je trouve quand même assez intéressant qu'on a lancé il y a peu chez Carbo, c'est sur les aides publiques et les subventions régionales qui peuvent vous permettre de financer votre décarbonation. Donc, vous n'êtes pas seul, il y a beaucoup de dispositifs qui existent aujourd'hui et je vais vous les envoyer dans le chat. Donc, on a une version simulateur pour ceux qui préfèrent et une version du coup plutôt toolkit où là, vous avez vraiment accès à toutes les aides et subventions qui sont disponibles en ce moment. Hop, je vous les envoie. Et si vous avez des questions, on va pouvoir passer à la FAQ avec Béranger et Kwame. Donc, vraiment, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Et sinon, vous avez l'email de Béranger qui pourra répondre à vos questions a posteriori aussi. Donc, on va laisser quelques minutes. Et puis, si vous n'avez pas de questions, on pourra clôturer ce webinaire. Et j'espère que ça vous a plu. Je ne vois pas de questions particulières dans le chat. Donc, si tout était clair pour vous,
on va pouvoir clôturer ce webinaire. Donc, merci à Kwame et à Béranger de vous être prêtés au jeu. Ah, il y a une question de ACN. Quelle est la durée moyenne pour mettre en œuvre une stratégie de bilan carbone? Et je crois qu'il y avait une deuxième question sur la collecte des données. Peut-être que, Kwame, si tu as envie, on peut parler du cas de NutriDrive, si tu as en tête un petit peu les thèmes, etc. Peut-être que ça pourra... Oui, pour répondre à cette question, je dirais, c'est un peu comme toutes les démarches dans la vie. Une fois au début, c'est un peu compliqué, au fur et à mesure, ça devient beaucoup plus simple. Donc, la première année, donc notre premier bilan carbone, ça nous a pris peut-être 7-8 mois parce qu'il fallait embarquer les équipes, les trames qu'on utilisait, c'était pas les données collectées à travers nos ERP ou en interne ne correspondaient pas forcément aux trames de Carbo, donc il fallait les convertir aussi aux trames. Donc, ça nous a pris entre 7-8 mois. Et le deuxième, je dirais 5 mois. Et peut-être ce dernier-là, il nous prendra 4 ou 5 mois encore, je pense. 4 ou 5 mois. Alors, on est très bien avancé. On a commencé en janvier. J'ai quasi finalisé le bilan carbone à fin mars. Donc, au fur et à mesure, n'ayez pas peur du temps. C'est normal au départ. On ne comprend pas forcément la démarche en interne. Les équipes ne comprennent pas. Et au fur et à mesure, ça va s'améliorer. Et aussi au niveau de la stratégie de décarbonation. Alors, le bilan carbone, pour moi, la stratégie climat, pour moi, c'est 3 mots. Compter pour agir. On ne peut pas compter sans agir, on ne peut pas agir sans compter. Donc, il faut compter, ensuite agir. Donc, tout dépendra de l'engagement de votre direction. S'ils sont vraiment convaincus de la démarche et qu'ils veulent l'intégrer dans la stratégie globale, une fois que le bilan carbone il sera finalisé, vous pourrez le communiquer à l'ensemble de vos parties prenantes, à vos actionnaires, etc. Et à partir de là, vous pourrez mettre en place la stratégie de décarbonation. Alors, on a essayé de le faire en interne sans utiliser de démarches ou de méthodologies reconnues, mais on s'est rendu compte que définir une démarche de décarbonation en ce sens, c'est très compliqué. Donc, on a décidé de faire quelque chose de très structuré. Voilà pourquoi aujourd'hui, avec la démarche acte pas à pas qu'on a commencé en janvier 2026, cette démarche-là, elle dure une année. Donc, c'est jusqu'à janvier 2027 pour définir la stratégie de décarbonation suivant la méthodologie ACT. J'imagine qu'il doit y avoir d'autres méthodologies. Mais voilà, avec la méthodologie ACT, c'est 1 an. Donc, 5 mois, 6 mois pour le bilan carbone et 1 an avec la méthodologie ACT pour la stratégie de décarbonation. Merci beaucoup, Kwame. Donc, j'espère qu'on a répondu à la question d'ACN. Et je ne sais pas s'il y a une dernière petite question ou si le reste était assez clair pour vous. Je ne sais pas aussi, Béranger, si tu voulais peut-être compléter sur la partie collecte des données. Oui, peut-être brièvement. Merci beaucoup, Kwame, pour ton retour. C'est vrai que je rejoins le fait qu'un premier bilan carbone sur la collecte de données, ça va être forcément un peu plus laborieux, un peu plus long. Et dès lors qu'on a fait le premier, ça va beaucoup plus rapidement. Les templates sont faits. Vous avez pas mal de fonctionnalités chez Carbo qui vous aident avec l'import de données. Comme ça, vous gagnez vraiment beaucoup de temps. Et au-delà de ça, nous, des statistiques qu'on avait pu mener, alors ça va être des statistiques au niveau global, mais effectivement, on était sur des temps de collecte qui étaient autour de 3 mois, notamment dans le secteur de l'industrie, avec une utilisation active de l'outil d'une quinzaine d'heures. Donc, il faut aussi mettre en parallèle le fait que oui, vous allez avoir du travail en interne potentiellement pour redesigner les templates d'import, mais après, sur l'outil, tout est fait quand même pour aller assez vite avec différentes fonctionnalités. Et j'ai une dernière question du coup de Souad. Et pour le bilan carbone dans le domaine des matériaux de construction, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, je ne sais pas si tu as des petits conseils Béranger sur ce secteur. Oui, alors la question, qu'est-ce que vous en pensez? J'imagine que ça se réfère au temps de collecte également, potentiellement. Potentiellement, oui. Ouais. Alors, c'est un sujet qui est, encore une fois, qui va vraiment dépendre au-delà des secteurs, les temps de collecte de données. C'est très difficile à dire parce que ça va dépendre de comment est structurée l'entreprise, de quel type de données elle va disposer. En fait, une entreprise qui a à disposition déjà beaucoup d'informations, elle va gagner beaucoup de temps. Parce que même s'il faut refaire des templates, potentiellement, elle va pouvoir réinjecter de la data sur l'outil et gagner du temps. Par contre, effectivement, si c'est une entreprise qui manque de visibilité, le temps de collecte peut être doublé. Donc, honnêtement, il faut voir au cas par cas. Et c'est aussi pour ça qu'on est là chez Carbo, pour prendre des rendez-vous avec nous en tant qu'expert carbone et essayer de vous aiguiller sur les temps de collecte nécessaires et potentiellement le niveau d'effort à mettre pour ce genre de sujet.
Bah, merci beaucoup en tout cas, Bérangère et Kwame. Vu que c'était la dernière question, bah, je propose de clôturer ce webinaire et puis, bah, rendez-vous sur un autre secteur, très prochainement, je pense. On n'a pas encore décidé lequel, mais si vous avez des idées, n'hésitez pas à nous les envoyer aussi par mail et je vous souhaite un bon appétit. Au revoir tout le monde. Merci. Au revoir.